Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler déstockage et comment déstocker durablement. Je suis Fabrice Jonas et pour ça, moi, j'ai deux invités. J'ai Sandrine et Émeric et je vais leur demander de se présenter. Je vais commencer par Sandrine. Sandrine, qui es-tu? Alors, Sandrine Bettencourt, je suis en charge des collections et de l'image pour la marque Darjeeling et j'anime aussi depuis 1 an et demi la réflexion RSE du groupe Chantel. Donc, j'y reviendrai après pour présenter Chantel, avec un groupe de personnes plutôt mobilisées et intéressées par le sujet du développement durable. Parfait, merci beaucoup. Émeric, qui es-tu? Bonjour Fabrice et bonjour Sandrine. Donc moi je suis Émeric, cofondateur de Dress Club. Initialement, le projet s'appelait Bonjour Ingrid, donc c'est pour ça qu'on peut le voir ici ou là encore sur certains réseaux. C'était il y a près de 2 ans maintenant. Notre métier, c'est de repérer en temps réel les opportunités chez des partenaires mode pour les mettre en avant selon les critères et les préférences de nos utilisateurs sur mobile ou sur desktop sur notre site internet. Parfait, merci beaucoup. Aujourd'hui, dans un contexte de crise économique, les marques doivent retrouver la trésorerie et donc déstocker. Et dans le même temps, le consommateur souhaite des produits durables tout en s'engageant dans la seconde main. Comment répondre à cette double injonction contradictoire? Sandrine? Déjà, c'est pas contradictoire en fait. D'accord, très bien. Tu parles de durabilité, tu parles de seconde main. Quelque part, plus le produit est durable, plus il aura la chance de passer de main en main et puis d'avoir, une vie, longue et j'imagine, heureuse. Donc ça ne me paraît pas du tout antinomique. Juste au préalable, avant de rentrer plus dans les réponses, je voulais juste repréciser un petit peu qui était Chantel. Bien sûr, Je pense que avec c'est grand plaisir. important. Toi, Émeric, tu es plutôt, je pense, sur des thématiques prêt-à-porter. Nous, Mhm. chez Chantel, on parle de l'intime, on parle de lingerie. Chantel, c'est un groupe français, familial, de la fin du 19e, donc c'est quand même pas banal et c'est Carrément. chouette de le rappeler. Donc, on va dire que le savoir-faire et la maîtrise du sujet des produits est là. Et en tant que groupe familial, forcément, toutes les questions de durabilité se sont posées, même si on ne l'appelait pas encore RSE, il y a toujours eu cette préoccupation. Donc, je pense que toutes mes réponses seront un peu conditionnées par le fait qu'on parle de l'intimité. Donc, transmettre son soutien-gorge ou sa culotte, ce n'est pas facile du tout. Donc, je n'aurai pas les mêmes réponses que Émeric, peut-être. Parfait. Émeric, quant à toi, comment on fait pour déstocker durablement? Oui, alors en fait, pour moi, on parle souvent de ce paradoxe de la promotion du déstockage qui est censé être en totale contradiction avec la durabilité. Je pense que les deux sont finalement assez peu liés. C'est-à-dire que euh, quand on est une marque de vêtements, quand on est un distributeur de prêt-à-porter, on a de toute façon besoin d'avoir des stocks. On parlera sûrement à un moment donné ou à un autre de la production à la demande, mais en tout cas aujourd'hui, Non. et de toute façon, pour une grande partie des collections, on n'a pas le choix, il faut bien faire de la production et ensuite la stocker. Et c'est juste dans l'équation économique, je dirais, basique, qu'à un moment donné, on a besoin de vendre ces stocks d'une manière ou d'une autre. C'est pas pour autant qu'on est obligé de vendre des produits qui sont faits avec des matières désastreuses pour l'écologie. C'est pas pour autant qu'on doit vendre des produits qui éthiquement ne sont absolument pas responsables parce que produits de l'autre côté du monde par des enfants. Je prends la caricature évidemment, mais Mhm. en fait pour moi les deux sujets sont extrêmement différents. Je pense que là où d'où vient le paradoxe à mon avis, c'est qu'on a souvent associé à la baisse de prix, à la promotion, son aspect un peu vulgaire, un peu fast fashion, un peu surconsommation. Mais si on oublie cette partie-là, qu'on peut tous condamner, je pense, sans problème, et d'ailleurs à juste titre, parce que c'est certainement condamnable, il y a quand même un besoin pour une marque, même si c'est la plus éthique, même si c'est la plus engagée sur la durabilité, il y a de toute façon un besoin de vendre ses stocks. C'est la base même Du métier. du métier. C'est Oui. on produit, il faut vendre. Voilà. Et après, tous les moyens sont bons pour vendre, dans la mesure où ça ne vient pas en contradiction avec des grands principes éthiques et écologiques. Alors, justement, vous êtes à peu près d'accord qu'il faut vendre ses stocks, mais justement, ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, on a produit du volume par les coûts, donc on fait baisser effectivement son coût unitaire et donc notre marge est beaucoup plus grande à ce niveau-là.
Et donc, ça crée du surstock. Et la plupart des marques, effectivement, ont déstocké à ce niveau-là et avaient une stratégie par rapport à ça. Et c'est ça qui est critiquable. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on est plus, comme Émeric l'a annoncé, sur en tout cas une volonté de production à la demande ou d'être au plus près du consommateur. Donc ça, c'est l'idée. Mais concrètement, comment on fait Vas-y, Sandrine, si tu Ouais, veux. comment on fait? C'est En ça? fait, donc il y a soit les marques et les groupes qui se sont déjà engagés dans une démarche RSE, et Oui, puis il y a ceux comme, donc je reviens sur Chantel, qui bien sûr. ont toujours essayé de gérer le plus sainement possible, mais comme plein d'autres acteurs, hein, bien sûr, leur stock. Et nous, avant même le Covid, on avait déjà acté de réduire un peu la taille de nos collections et d'ajuster nos stocks en se disant consommer moins mais mieux. Donc, on a été, je dirais, bien heureux d'avoir eu cette envie-là sur Bien sûr. 2019 et 2020, puisque ça a permis de bien gérer la crise du Covid. Et en plus, quand on parle de lingerie, alors en prêt-à-porter, il y a des points de stock, bien sûr, mais en lingerie, un soutien-gorge, c'est à peu près 20-25 tailles. Et puis, un soutien-gorge, souvent, ça se porte avec un bas du corps. Donc, il faut aussi stocker le bas du corps en proportion du haut. Donc, les stocks, c'est un vrai sujet de tous les jours en lingerie. Donc, quand Émeric évoque cette évolution douce vers peut-être un peu plus de responsabilité, pour le groupe Chantel, clairement, ça a été amorcé. On a pu réussir à freiner un peu nos achats et donc on n'a pas cette logique aujourd'hui de déstocker dans le sens massivement. On D'accord. doit continuer de vendre, mais en respectant un petit peu un rythme normal de vie des produits, sans avoir recours à des choses qui pourraient être un peu répréhensibles. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas angélique du tout, hein. On aura Bien bien sûr. sûr des fins de stock et on va devoir trouver des options pour leur trouver une fin de vie. Et d'ailleurs, on a des partenaires qui nous accompagnent pour ça. Mais tout ça est plutôt sous contrôle et dans le respect de l'éthique qu'on s'est fixée. Parfait. Émeric, quant à toi, cette notion de production à la demande, c'est quoi ton avis par rapport à ça, toi qui aides les marques à déstocker? Je pense que la production à la demande, c'est un super objectif. Mais il ne faut pas tomber non plus dans une utopie où on peut se dire que demain, 100% des vêtements qui seront vendus seront produits à la demande. Je pense que ça concerne certaines catégories, voire même certaines sous-catégories, aussi bien en matière de type de vêtements que de type de clientèle. On aura toujours besoin de toute façon d'avoir euh, des premiers prix. Je ne dis pas quel sera le montant du premier prix, mais on aura aussi besoin d'avoir de toute façon aussi sur je prends par exemple des vêtements basiques, je prends le t-shirt blanc classique. Celui-là, je pense que la production à la demande, elle ne sera pas forcément justifiée. Peut-être qu'on ira plus sur le haut de gamme, voire évidemment sur le très haut de gamme. Et là, ça aura toute sa logique. Et c'est en général d'ailleurs là où le déstockage est le plus violent, parce que c'est là où on va même jusqu'à la destruction de valeur. Donc il faut effectivement, évidemment, l'éviter sur ces gammes d'articles. Voilà. Donc je pense que c'est bien d'avoir un cap. La cap de la production à la demande, de toute façon, est excellent. Je veux dire, personne ne peut le nier dans cette dynamique et cette dynamique durable, et je pense à laquelle on adhère tous ou quasiment tous. C'est formidable d'avoir ce cap. Maintenant, il faut rester un tout petit peu raisonnable. Ça concernera même dans la cible qu'une partie, je suis incapable de l'évaluer, de la production globale. Donc pour toute cette autre partie, il faut des actions, il faut des moyens, il faut des outils pour aider les marques et leurs distributeurs à pouvoir, sinon déstocker, au moins mieux vendre. Ok, très clair. Oui, et puis je te rejoins, Vas-y, vas-y. Émeric, sur le fait de mieux vendre. C'est vraiment ça le sujet. Avant de penser à déstocker, pensons déjà à bien vendre et mieux vendre. Euh, donc, il y a la question de mieux connaître son client final, et c'est une problématique clé là-dedans pour ajuster au mieux ses achats, ses prévisions, et puis bien palper les évolutions de tendance pour coller autant que possible à tout ça. Après, chacun ses rythmes de production. En prêt-à-porter, les rythmes sont assez courts. En lingerie, on doit se prononcer extrêmement tôt. Donc, il y a des prises de risques à avoir, mais il n'empêche qu'on doit tous s'efforcer de mieux vendre en connaissant mieux le client final. Sandrine, en préalable, on a parlé de vos usines du groupe Chantel. Moi, je serais intéressé de savoir comment vous faites pour les piloter et comment vous intégrez
le développement durable justement dans cette production avec vos usines. Et question bonus, qu'est-ce qui s'est passé durant le premier confinement avec le coronavirus et comment vous avez pu gérer en interne justement cette gestion de flux Ouais. et de stock? Oui, tu fais référence au fait que, effectivement, en préparant un petit peu le rendez-vous, j'évoquais le fait que Chantel, et c'est un choix depuis toujours, Bien sûr. possède ses propres usines de Et c'est assez rare confection pour une marque de de mode. lingerie. Oui. C'est plutôt rare et c'est vraiment un choix stratégique qui a été validé depuis longtemps et qu'on est content d'avoir fait. Enfin, quand je dis on, moi je suis juste un des maillons de la chaîne, hein. Et ce qui permet en fait, outre de maîtriser la production, de savoir dans quelles conditions on fait travailler nos collaborateurs, même si bien sûr il y a une partie des produits que l'on propose à nos clientes qui sont achetés en négoce. On n'a pas tout l'ensemble de nos productions qui est en interne, mais c'est la majeure partie qui est faite. Et Okay. en maîtrisant notre chaîne de valeur globale, on a vraiment pu s'ajuster au moment du Covid. On a pu bien sûr ralentir le volume d'heures que faisaient nos collaborateurs en usine. Alors ça ne s'est pas fait en un rien de temps parce que tout le monde a été un peu sidéré par la situation, il a fallu s'ajuster, mais on a été plutôt réactifs. Et puis, comme de nombreux acteurs, on a réussi à réorienter notre volume de production vers la production de masques. Donc, ça a été une belle preuve d'agilité, ce qui a permis de garder de nombreux collaborateurs encore actifs, même si ce n'était pas l'ensemble de nos collaborateurs dans nos usines. Donc, je dirais qu'on a passé la crise du Covid avec une production de masques nécessaire pour lutter contre la pandémie. Et ensuite, on a pu progressivement les réouvrir et utiliser les matières qu'on avait déjà commandées et confectionner nos produits et ajuster nos stocks. C'est vraiment là, je pense, une des forces du groupe de maîtriser sa production et de pouvoir s'ajuster en conséquence. Ok, parfait. Aymeric, quant à toi, cette crise du Covid et ce premier confinement, et puis après ce deuxième, comment tu l'as vécu chez Dress Club? Bon, nous, c'est évidemment une année particulière Bien puisqu'on sûr. sait bien qu'il y a eu un transfert de toutes les ventes physiques vers le digital. Donc naturellement, on a eu une montée en puissance des visites sur le site, des téléchargements sur l'application, du nombre de transactions qui ont été effectuées au travers de notre plateforme. On ne va pas s'en réjouir parce que franchement, on a tous intérêt à ce que toute l'économie de la mode se porte bien et on sait que c'est très compliqué cette année. Bien sûr. Voilà, en tout cas, étant un pure player digital, évidemment, on n'a pas été affecté négativement par cette crise sanitaire. Voilà, mais voilà, pour autant, je ne vais pas fanfaronner dans l'autre sens parce qu'il n'y a pas de quoi, je crois, faire. D'accord, très bien. Question un petit peu globale. Cette crise du Covid nous a montré que, alors je parle de l'industrie de la mode de manière générale, on était extrêmement dépendants en fait de nos sous-traitants. Alors, pour le groupe Chantel, c'est un petit peu différent, mais notamment par rapport à l'Asie, par rapport à l'Italie, qui a été bloquée pendant de nombreux mois. Et aujourd'hui, on parle de relocalisation de la chaîne de production, notamment en nearshoring, c'est-à-dire en Europe ou en Afrique du Nord par rapport à la France ou directement en France. C'est quoi votre avis par rapport à ça? Et est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est une utopie? Ou est-ce qu'il faut un mix? Parce qu'après tout, aussi, peut-être demain, on peut être bloqué sur d'autres crises. Voilà, si on a un seul lieu de production, ça peut être compliqué. Sandrine, vous, au groupe Chantel, c'est quoi votre vision par rapport à ça? Alors, je ne vais pas parler au nom de la vision du groupe, hein, parce D'accord. que je pense qu'elle elle est sûrement plus complexe que celle que moi je peux exprimer là. Mais D'accord. en tout cas, mon sentiment, hein, c'est que c'est sûrement une solution pour certains acteurs. Bien sûr. Euh, Probablement pas celle pour le groupe Chantel. Nous, on est un groupe international. On distribue en Europe, aux États-Unis, en Asie. Donc, se rapprocher du consommateur final, ce n'est pas que les Français pour nous. Donc, Bien sûr. relocaliser, si tu fais référence au Made in France, ce n'est pas un enjeu majeur pour le groupe Chantel. Par contre, pour nous, ça se pose plus en question de savoir-faire. On a une usine historique qui se trouve à Épernay, près de Reims. Et pour nous, relocaliser ou produire en France, c'est plus pour préserver ce savoir-faire. Et pour ce qui est des autres marques, ça fait sûrement sens, effectivement, de ne pas dépendre trop de tous les pays et de rapprocher quelques productions courtes, mais produire aussi au Maghreb, ça fait sens également. Et si on est juste sur le label Made in France, pourquoi pas, mais si on est plus sur une approche globale de l'empreinte carbone, on peut être très responsable également en produisant dans des pays limitrophes ou en proche Maghreb. D'accord.
Aymeric, quant à toi, c'est quoi ton avis par rapport à cette relocalisation de la production? Ouais, moi, du coup, je vais même faire le lien avec le déstockage parce qu'en fait, je pense que évidemment qu'il y a certainement des économies en matière de ressources humaines à délocaliser loin de nous les productions. Mais on a aussi cette économie logistique au-delà même de l'économie écologique, je dirais juste, qui est Bien sûr. évidente. Mais il y a aussi une économie tout court, financière, à se rapprocher pour euh, d'un point de vue logistique et des coûts des coûts afférents. Mais dans le déstockage, et c'est pour ça que je faisais le lien, parce que je voulais en parler, euh, il y a toute cette partie logistique du déstockage en fait qui est assez coûteuse, aussi bien économiquement que sur l'aspect écologique. Quand vous allez décider, vous êtes une enseigne avec des dizaines de points de vente et puis vous allez mettre de côté tous vos articles à déstocker pour ensuite tous les envoyer, donc il faut imaginer depuis chacun des points de vente, hein, vers une plateforme centralisée. Donc il faut imaginer le nombre de circuits qui sont en cours et qui ont une empreinte évidemment écologique forte, qui arrivent à une plateforme. Après, la plateforme, elle derrière, à mesure que les commandes arrivent, va réexpédier chacun des articles. Bref, donc déjà c'est complexe, mais surtout, forcément, c'est loin d'être neutre écologiquement parlant. Et c'est pour ça que se rapprocher, déjà, ça permet de gagner en amont sur cette partie logistique et son empreinte écologique et économique. Et sur la partie des stockages, et c'est aussi pour ça que Dress Club on a voulu le monter, c'est qu'on s'est dit plutôt que de favoriser le déstockage, on va plutôt tout faire pour éviter le déstockage. Donc en fait, Dress Club ne cherche pas à déstocker les enseignes. Dress Club veut les aider, on le disait tout à l'heure, à mieux vendre et dans un premier temps en amplifiant leurs actions commerciales tout au long de la vie des articles, pendant la vie de la collection. Parce que je pense qu'on a intérêt à éviter tous les déplacements logistiques des articles, que ce soit au niveau de la production, donc par rapport à tes questions, mais aussi ensuite jusqu'au déstockage, justement, jusqu'à la vente finale. Et c'est pour ça aussi que nous, quand on fait la présentation un peu institutionnelle des Dress Club, on montre bien les cycles de vie, le cycle de vie d'un article, d'une collection, Bien et on sûr. voit qu'il y a évidemment différents temps d'actions commerciales, que ce soit des promotions, que ce soit des soldes, ou tout autre type d'action commerciale. Et Bien nous, sûr. Dress Club va les repérer chez les partenaires et les mettre en avant pour aider justement les distributeurs ou les marques à les vendre pendant ces temps-là, pour qu'à la fin, il n'y ait presque plus rien à déstocker. Évidemment, ça c'est dans un monde idéal. Et donc éviter cette partie logistique derrière. Voilà. Ok, très clair. Petit aparté pour celles et ceux qui nous regardent, si vous voulez poser des questions, c'est dans le chat et j'y répondrai directement. Plutôt, je me ferai le rapporteur de vos questions. Comme ça, Émeric et Sandrine pourront répondre. Si vous n'avez pas de questions, vous n'avez pas de questions, mais si vous en avez, n'hésitez pas. Moi, j'ai une petite question. Là, vous parlez de stock, mais à un moment, il y a le fait aussi que l'industrie de la mode, pendant des années, a surproduit ou a créé des tendances, énormément. Et effectivement, aujourd'hui, la crise de Covid nous montre qu'effectivement, il y a une nouvelle tendance, au côté confort, et ainsi de suite. Et les chiffres viennent de sortir sur les marques de luxe. Et on voit une marque comme Gucci, qui faisait 8 milliards de chiffre d'affaires, 60% du résultat opérationnel de Kering, qui supporte mal la crise parce qu'effectivement, ils sont très tendance. Et en ce moment, effectivement, le consommateur, il veut moins de choses tendance, il veut plus de choses confortables, de choses intemporelles. Donc moins de choses, effectivement, bling-bling. Donc aujourd'hui, cette notion de stock, c'est aussi une notion de répondre au consommateur. Et donc le consommateur est en train de changer, a fait un déplacement effectivement de ses achats, et la mode, et je suppose la lingerie, est devenue moins une priorité. Comment vous le prenez en compte justement pour cette notion de stock et de production? Sandrine? En fait, c'est une question qui tombe à point nommé. C'est vrai qu'on a souvent partagé en interne qu'on ne s'inscrivait pas ou de moins en moins dans l'éphémère.
Donc, Oui. la dimension de collection est importante, hein. Il faut quand même des couleurs pour pimenter un peu une collection. Il y en a quand même déjà des piliers forts, intemporels, sur lesquels on construit nos achats. Et très prochainement, on lance un nouveau concept de produit qu'on appelle Chantel One. Donc, je dirais, sur le premier semestre qu'il pourra être un peu plus proposé. Chantel One, ce sont les premiers sous-vêtements qui ont vocation à être 100% recyclables et zéro déchet. En prenant cette approche-là, donc on voulait pouvoir traiter le problème essentiel de la lingerie, qui est que les soutiens-gorge ne sont pas recyclables. C'est compliqué de dépecer un soutien-gorge, c'est coûteux, et ensuite, une fois qu'on a les matières sur les bras, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un peu la question. Donc, Chantel One, l'idée, c'est d'arriver à avoir un produit qui, je caricature un petit peu, mais pourrait disparaître totalement pour redevenir des petites billes de polyamide et devenir après une paire de lunettes, des agrafages, des boucles. Et dans cette logique de soutien-gorge recyclable, on a acté qu'on n'allait pas créer des coloris pointus, puisqu'on s'adresse à une femme, à une cliente qui aura envie d'être responsable et qui n'aura pas ce côté un peu peut-être léger, qui est toujours agréable quand même quand on est une femme, mais de changer tous les 6 mois parce que le produit, un coup il est jaune, un coup il est rose pétard. Et donc, on aura plutôt des coloris intemporels. Donc, pour répondre à ton point, c'est vraiment de dire que oui, on observe cette quête et envie d'intemporalité et on y répond avec ce produit Chantel One pour lequel on aura des gammes de couleurs assez pérennes. Un rose pâle, ça peut durer des années, sous réserve qu'on l'entretienne bien sûr. Tout comme un bleu marine ou un noir. Parfait. Émeric, quant à toi, c'est quoi ton avis? Oui, en fait, c'est amusant parce que nous aussi, on a voulu mettre en avant ce type d'initiative. Sandrine, on n'en avait pas parlé avant, hein. Mais c'est vrai qu'en fait, en termes d'opportunités, telles qu'on l'a toujours présenté sur Dress Club, on a évidemment mis en avant les prix, les promotions, bref, les affaires, hein, à saisir. Mais justement, on veut aussi dire que derrière le mot opportunité, il y a aussi peut-être saisir l'opportunité d'avoir une pièce qui peut durer dans le temps, qui n'est pas forcément liée aux fluctuations des collections. Voilà, donc en fait, on veut aussi mettre en avant au-delà des opportunités prix. Parce qu'on pense qu'il y a une vraie attente de la part des consommateurs. On l'a moins senti il y a 2 ans qu'aujourd'hui. Évidemment qu'il y a une élasticité prix. Là encore, on est sur la base du commerce et ça sera vitam aeternam. Mais on sent qu'il y a aussi des attentes autres et qu'une opportunité aujourd'hui, c'est plus forcément le prix. Voilà. Oui, et un bon basique à peine démarqué, ça reste une proposition intéressante et pour la marque et pour le client final. Donc, je pense que même vous, Dress Club, vous pourriez arriver à trouver un équilibre. Absolument. Un taux de démarque intéressant, mais modeste. Évidemment, et de toute façon, nous, dans notre équation, il y a pas on veut éviter le moins 80%, parce qu'il fait pas partie. Ça, c'est le déstockage et c'est la destruction de valeur. Alors, il y a une utilité, donc c'est pas. Voilà, si ça peut éviter la destruction, il faut dire les choses comme elles sont. Oui. Tout est meilleur que la destruction, hein. Mais en attendant, voilà, des petites démarques peuvent aussi suffire aussi pour accélérer un peu les ventes. Et même parfois pas de démarque du tout. C'est vraiment ce qu'on veut essayer de mettre en avant maintenant sur Dress Club. C'est oui, il y a la partie prix, mais même parfois, c'est juste ce produit, il faut l'avoir pour telle ou telle raison. Alors, ça peut être pour leur aspect intemporel, ça peut être sur leur aspect, tout simplement, le profil même de l'article qui doit être, qu'on doit avoir dans son vestiaire. Voilà, il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on travaille pour mettre autrement en avant des articles de nos partenaires. Et puis, je trouve que c'est important, effectivement, de ne pas faire rimer déstockage avec grosse braderie. Il faut rappeler qu'un produit, ça a un prix parce que ça nécessite du temps de travail, des savoir-faire et il faut installer une référence de prix. Il ne faut pas que les gens pensent que tout peut être bradé. Non, ce n'est pas comme ça qu'on crée de la valeur, effectivement. Alors, justement, Sandrine, tu parles de référence de prix. Il y a certaines marques qui, aujourd'hui, expliquent en fait leur prix au niveau, effectivement, de la matière première, au niveau de l'assemblage, au niveau de la logistique, au niveau de la distribution. Est-ce que, question tous les deux, Sandrine et Émeric, dans les prochains mois, vous imaginez que vous seriez capable de le faire ou capable de le présenter en disant, bah voilà, nous, au niveau du prix, on est capable de vous dire, pour tel produit, je vais prendre le fameux t-shirt blanc qu'Émeric aime beaucoup, voilà, effectivement, le coton, avec le mur. C'est ça, c'est 20% du prix, ainsi de suite. Et donc, d'expliquer effectivement concrètement. Et dans le même temps, aussi vous challenger aujourd'hui si on va vers là-dessus, est-ce que ce n'est pas aussi une espèce de tyrannie
de cette transparence de absolument, il faut le faire, il faut que j'explique tout ce que je fais. Et effectivement, si je ne le fais pas, il y aura un doute. Et dans ces cas-là, je vais aller chez mon concurrent qui sera meilleur en communication marketing. Donc voilà, c'est quoi votre avis par rapport à ça, Sandrine? On sait que la transparence, c'est clé dans toutes les démarches responsables qu'on veut engager et on l'a bien en tête chez Chantel. Après, c'est une question aussi de maturité et de préparation. Donc là, vraiment, on est en train de cheminer. On sait bien sûr détailler chaque prix. Reste à savoir maintenant si on veut le dire, je ne sais pas répondre encore, et comment on va le dire. Mais par contre, il y a bien un moment, et tu as raison, quand il faut être transparent, il faut aller jusqu'au bout des choses. Donc, à savoir quand, je ne sais pas dire. Parfait. Aymeric, quant à toi? Nous, d'un point de vue technique, c'est un peu compliqué parce qu'on agrège des catalogues de dizaines de partenaires. Donc, ça représente des millions de références, des marques forcément hétérogènes par centaines. Donc, ça serait difficile aujourd'hui de compiler toutes ces infos, mais ce n'est pas impossible. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas dans notre roadmap. Et après, c'est plus d'un point de vue personnel. Quand tu dis les meilleurs en communication, en marketing auront les clients, oui, comme c'est l'idée. C'est déjà le cas. Très bien. Il va nous rester quelques minutes. Je vais vous poser une dernière question. Comment imaginez-vous que le secteur de la mode et de la lingerie va évoluer dans les prochains mois par rapport à cette notion de stock? Sandrine? Eh ben, si on peut imaginer que si tout le monde veut avoir une équation économique à peu près viable et une gestion saine, on doit un peu réduire nos niveaux de stock et il y a plein d'astuces après pour mieux piloter les stocks. On peut faire appel à des outils de pilotage de stock pour mieux acheter en amont, ensuite pour faire que le stock soit disponible de partout et travailler plus l'omnicanalité. Donc, je pense que les marques vont essayer de trouver un équilibre, un peu moins de stock, mais du stock disponible de partout et à tout moment. Ok, parfait. Aymeric? Ouais, je pense que dans les outils effectivement de gestion de stock, il y a de plus en plus d'appels à l'intelligence artificielle aussi qui peuvent, et en plus d'année en année, s'enrichir de toutes les datas et probablement être de plus en plus fin dans cette gestion-là. Mais enfin, moi, c'est pas la partie que je maîtrise, donc c'est plus effectivement Sandrine et ses équipes qui peuvent en témoigner. Et après, oui, pour prêcher pour ma paroisse, oui, tous les outils pour vendre avant le stockage sont bons. Donc, bienvenue chez Dress Club. Hein. Bon, parfait. Merci beaucoup. C'était passionnant. Merci Sandrine, merci Aymeric. Et puis, très bonne journée. Puis à très très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.